Oui, Robert Fréret? Oui, bonjour. Voilà, mais bon, le débat là est très intéressant finalement dans cette organisation-là. Alors moi, je voudrais simplement faire part d'une expérience que nous avons et Madame Rodolphi et Monsieur Faré sont parfaitement au courant puisque nous avions initié ensemble un transport à la demande individuelle sur la communauté du Fezensac, d'Artagnan en Fezensac, qui fonctionne à titre individuel. Donc par conséquent, pour les autres communes périphérique, je dirais, effectivement, l'initiative de la région est une initiative intéressante. Mais moi, je voudrais poser une question, et puis pour finalement, ça va dépasser un peu le transport à la demande, c'est finalement savoir, dans le cadre justement de l'extension des points des 12, puisque nous serons à 12 points de 12 centres de vaccination à partir de la semaine prochaine, et 18 après, d'après ce que j'ai compris, avec 6 de plus qui vont venir. Mais sur un plan justement de la mobilité, en particulier, il y a la mobilité effectivement, je dirais, géographique, où avec les divers dispositifs, on peut se rendre à un centre de vaccination. Mais en fait, qui vaccinera dans les jours à venir? Qui pourra vacciner? Parce qu'il y a quand même des personnes à domicile qui, au-delà de ce que disaient les professionnels de santé, c'est-à-dire la mobilité physique, je dirais, et qui sont dans l'impossibilité finalement de se rendre à un centre de vaccination. Est-ce qu'à un certain moment, on pourrait prévoir que qui vaccinera dans les jours à venir en dehors d'un centre de vaccination? Le problème peut se poser en ces termes. Il y a des infirmières qui viennent à domicile, il y a des médecins qui visitent régulièrement, qui font des visites à domicile. Est-ce que finalement, ça aussi, ça ne peut pas être le complément nécessaire pour une population qui est la plus vulnérable? Voilà la question que je pose. D'abord, un point technique, Robert. En fait, il n'y aura jamais 18, ce sera toujours 12. C'est-à-dire qu'il y aura toujours en permanence les 6 premiers centres principaux qui ont été définis, puis une semaine, 6 centres de renfort, oui. Et la semaine d'après, 6 autres centres de renfort, mais les premiers 6 de renfort, eux, ne seront pas actifs. D'accord, oui. Oui. Si vous comprenez bien, il n'y aura toujours que 12. Il y aura toujours 6 principaux et 6 de renfort qui ne seront pas les mêmes d'une semaine sur l'autre. Pour le reste, la question qui est posée, c'est effectivement aussi déborder sur, à un moment donné, une forme de vaccination à domicile, ou en tout cas de vaccination itinérante, comme on l'a fait pour les tests PCR. Est-ce que c'est toujours ça, M. Blais? Je dirais, pour éventuellement être une des solutions, parce que une des solutions, moi je pense que, bon, pour répondre à la question qui a été posée par nos infirmières, il faut qu'on réfléchisse avec l'ARS, avec le préfet, avec le SDIS, à une personne d'accompagnement qui aurait la capacité à gérer des personnes dont la mobilité serait un peu restreinte dans le cadre du dispositif régional de transport à la demande. Et puis, il faut effectivement ouvrir une nouvelle réflexion qu'on avait depuis le début d'ailleurs, qui est de savoir si à un moment donné, on ne doit pas aller là où les gens sont pour faire des vaccinations. Est-ce que c'est quelque chose qui est à un moment donné envisageable? C'est-à-dire qu'au lieu de constater avec les centres de vaccination, c'est que les gens sont très contents de venir dans un lieu qui est dédié à cela. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller... C'est le travail formidable qui est fait dans les hôpitaux. Mais là, ils ont le sentiment d'aller dans un lieu qui est totalement dédié à cette manipulation, dans lequel il y a un circuit qui est parfaitement organisé et les choses se passent bien. Donc là aussi, aller auprès d'eux pour le faire à domicile ou pour le faire dans un bus qui serait aménagé pour ça, je ne sais pas, ça doit continuer d'être dans notre réflexion pour le Gers, à mon avis. C'est une réponse. C'est une réponse. La question s'est posée immédiatement, dès qu'on a réfléchi au centre de vaccination. Immédiatement, on a dit, et les gens qui ne pourront pas venir. Alors, comme il fallait bien démarrer, on démarre sur les centres permanents, sur les centres de renfort. La question, c'est pour ça que c'est important, le volet écoute téléphonique
de voir s'il y a des remontées de ce type pour pouvoir les traiter. En parallèle, avec M. Rouquette, on avait pensé aussi, et M. Bompard, quelque chose qui pourrait être réfléchi du côté des personnes bénéficiant de l'APA à domicile, et donc repérage par ce biais-là, pour une approche de ce type. Et vous aviez évoqué, je crois, la semaine dernière aussi, une autre approche par le terrain, qui serait à partir des mairies ou des CCAS, CIAS ou des associations, de repérer des gens qui n'avaient aucune mobilité, et qu'il faudrait les vacciner à domicile. Parce que c'est une opération compliquée, puisque ça reste quand même un geste médical, paramédical, avec un vaccin qui est compliqué. Vous avez vu hier, c'est un peu complexe, hein, il y a des questions de température, etc. Et puis il y a une période d'observation, c'est-à-dire que quand on va vacciner à domicile, il va falloir attendre un certain temps. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on. C'est un dispositif un peu complexe. C'est pas impossible du tout. C'est pas impossible, mais il doit être bien réfléchi. C'est pas comme les tests. C'est plus compliqué que les tests. Les gens profitent pour dire qu'il faut surtout continuer à tester. Nous continuons et que le bus test sera demain à Mouchamp et à l'Agrolet. On continue. Je sais qu'il faut continuer. Mais je voudrais. Pour la région. Comment on continue aussi et mais j'ai une question, peut-être que ça a été dit tout à l'heure par Ronnie ou par M. Faré, mais je voudrais vraiment l'avoir en tête. Imaginons qu'il y a un transport à la demande pour une personne, effectivement, on ne prend pas cette personne à son domicile. On la prend à son domicile, on la prend sur un arrêt de bus. À domicile. C'est l'aller-retour, le transport à la demande de la région. D'accord. D'accord. Du domicile au centre de vaccination. On ne demande pas à la personne d'aller de son domicile à l'arrêt habituel. Du domicile au centre de vaccination et centre de vaccination à domicile. Non, parce qu'on aurait pu avoir des gens pour lesquels c'est même une difficulté d'aller de leur domicile jusqu'à l'arrêt. Donc on n'a pas ça. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut. C'est une bonne formule, une bonne solution. Il faut la mettre en œuvre. Il faut probablement la compléter pour effectivement avoir en tête cette idée qu'on a des gens qui ne vont pas pouvoir monter comme ça dans le minibus aussi facilement que ça. S'ils ont des difficultés à se mouvoir, c'est un peu compliqué. Et je crois que cette question-là, il faudra qu'on essaye de la traiter. C'est ce que dit Jean-Michel, je pense qu'avec le service de Dr Foucault, une fois qu'on aura traité notamment les BUV et les résidences d'autonomie, il faut qu'on mette sur les GIR 1 et les GIR 2 des gens qui sont à domicile et qui ont des capacités de mobilité réelles, il faut qu'on puisse aller vers. Donc c'est ça qu'il faut qu'on mette en mouvement et on doit pouvoir établir ces listes de manière opérationnelle parce que je crois qu'une meilleure méthode que d'essayer de rendre une locomotion qui va s'avérer extrêmement complexe, comme l'ont dit les collègues infirmières. C'est vrai que si on doit mettre de la ressource pour transporter la personne du véhicule, c'est-à-dire qu'on aille vers ça, on va s'y attacher avec le repérage des GIR 1 notamment qui sont dans ce cas de figure. Avec Monsieur le Président. Pardon, qui demande la parole? Je crois qu'il y a Sandrine Rodolphi, Yannick Bompard et ensuite Sandrine Rodolphi. Oui, juste un élément qu'a évoqué Monsieur Blé. Il y a une difficulté sur la Lévert qui est le conditionnement du vaccin. Mais il est clair qu'au vu de ce que l'on connaît de la situation de nos GIR 1 et certains GIR 2, la solution, ça sera celle effectivement d'une vaccination à domicile. Alors, il y a tout un travail, comme le disait Monsieur Rouquette, de critérisation, c'est-à-dire de vraiment cibler les personnes qui ont ces difficultés de mobilité parmi les GIR 1 et 2. Et ensuite, il y a un défi logistique qui est celui du transport du vaccin. Aujourd'hui, le Pfizer, la problématique, c'est sa décongélation et le fait qu'il est conditionné en flacon de 6 doses. Donc, 6 doses, ça veut dire qu'il faudrait qu'on imagine un circuit de 6 vaccinations pour ne pas gâcher de doses. Donc, c'est une complexité dans la mise en œuvre. Et puis ensuite, il y a la possibilité peut-être… Alors, le vaccin Moderna, lui aussi, supporte mal les déplacements. À voir là dans les prochains jours si AstraZeneca serait pas une bonne solution aussi, mais ça, il faudra qu'on le fasse confirmer avec l'ARS. Par contre,
je vous le dis, on a vraiment commencé à travailler cette option de la vaccination à domicile pour les personnes qui ne pourront pas sortir de chez eux. Ok. Alors, Rodolphe. Oui, merci, Président. Moi, je voudrais revenir sur le transport à la demande, si vous voulez bien, parce que je voyais deux difficultés dont on a déjà parlé. Ce qui me semble très important, c'est la coordination avec le centre d'appel, la plateforme de prise de rendez-vous de vaccination, puisque nous, le transport à la demande, on peut le mettre en place qu'en dehors des horaires de transport scolaire. Donc, ça crée véritablement une difficulté. Donc, il faudrait peut-être… Moi, j'aimerais qu'on reparle de cette coordination avec le centre de prise de rendez-vous pour la vaccination, parce que ça risque de poser… Les personnes vont être perdues, à mon avis. On verra à l'usage. De toute façon, on se rendra compte si le transport à la demande est sollicité et on avisera au fur et à mesure, j'imagine. Et la deuxième difficulté, pour nous en tout cas, c'est de faire connaître, c'est tout neuf, et c'est de faire connaître cette plateforme, ce numéro vert, transport à la demande. Moi, ça fait plusieurs jours que j'essaye de communiquer auprès des médias, mais j'ai pas trop de relais pour l'instant. Donc, je voulais savoir si de votre côté, vous pouviez prendre aussi le relais pour faire connaître ce numéro vert, transport à la demande, vaccination. Merci. Sur le deuxième point, on peut considérer que c'est réglé puisque les médias sont autour de nous, qu'ils ont entendu, qu'ils ont noté le numéro de réservation du transport. Donc, une autre chose. Après, sur le premier point, la coordination, effectivement, là, il y a une nécessité absolue. Mais là, si vous voulez, ce dont on va s'apercevoir, c'est que cette partie d'organisation et de logistique sur la vaccination est beaucoup plus compliqué que sur les tests, beaucoup plus compliqué que sur les tests, et que on est là au cœur du dispositif, c'est-à-dire la fluidité avec laquelle on arrive à faire des réservations pour différents publics et les amener à aller jusqu'au centre de réservation. Donc, si vous voulez bien, on va basculer sur la question vaccination. Et il y a une première question sur le Facebook Live. Je vous rappelle que nos travaux se font toujours sous le regard des citoyens qui participent au Facebook Live. Et nous avons une question de Beau, pas qui est beau, mais Beau, BO, qui est: le gouvernement annonce que le nombre de vaccins est très limité. Quelles sont les répercussions pour le Gers? Donc là, on est au cœur du sujet. En réalité, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais le gouvernement ne dit pas que les vaccins sont limités, il dit simplement qu'il travaille en flux tendu, pour reprendre une expression communément employée par le ministre de la Santé, et qu'au fur et à mesure que la France est livrée en vaccins par les laboratoires, et notamment par le laboratoire Pfizer, ce qui est le cas en général tous les lundis et mardis. Tous les lundis et mardis, il y a un nombre de doses qui sont livrées à la France, et immédiatement après, ces doses sont réparties sur le territoire national, région et département. Et le gouvernement s'est engagé à ce que tous les jours, sur un des sites, j'imagine, du gouvernement ou du ministère de la Santé, soit publié le nombre de doses qui sont disponibles par territoire et par département. Bon, c'est très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sans entrer dans des débats polémiques sur retard, pas retard, ceci ou cela, force est de constater que au moment où je vous parle, la totalité des 6 centres gersois sont complets pour les 4 semaines qui viennent. C'est-à-dire qu'il nous restait, je crois, près de 130 créneaux possibles ce matin. C'est terminé. Et nous venons donc de décider là d'interrompre
la prise de rendez-vous pour les centres principaux, puisque, si vous comprenez bien, 120 vaccinations principales, les 6 centres ont leurs 120 réservations pour les 6 jours ouvrés où ils sont, pour cette semaine, pour la semaine d'après, pour la semaine d'après, pour la semaine d'après. C'est-à-dire qu'on aura réussi, mais c'est une performance dont il faut se louer, à faire en sorte de prendre des rendez-vous pour environ 5000 vaccinations en 9 jours. En 9 jours de notre plateforme départementale de prise de réservation, nous aurons pris l'équivalent de 4 jours et demi. En 4 jours et demi, on aura pris 5000 millions. C'est à la fois formidable, parce que c'est une organisation exceptionnelle. Moi, je loue les 2 salles que nous avons mises en œuvre, les 9 agents qui sont là, dont ce n'est pas le métier, a priori, quand ils travaillent au conseil départemental, de prendre des rendez-vous pour des vaccinations, qui le font de 8h30 à 17h30, qui le font en raison d'un appel par minute, qui crée quand même des frustrations, parce que oui, il y a des gens qui appellent et qui n'arrivent pas à avoir et qui doivent repasser plusieurs fois. Et très franchement, s'ils se mettaient uniquement sur les plateformes nationales, ce serait, je pense, encore pire que ça. Et donc, nous parvenons à réaliser, ce qui est quand même un premier exploit, à ce que 5000 personnes vont être vaccinées par le système que nous avons mis en place. Mais, vous voyez bien aussitôt la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui vont continuer de nous appeler là pour prendre des rendez-vous, alors qu'au fond, 13 février, enfin, jusqu'au 13 février, on a de la visibilité, on vaccine dans les EHPAD, on vaccine dans les hôpitaux les soignants, on vaccine dans le centre départemental des soignants libéraux, on vaccine des pompiers, donc dans les 6 centres, et on va en faire 120 par jour pendant 6 jours de cette semaine, 6 jours de la semaine d'après, 6 jours de la semaine d'après, 6 jours de la semaine d'après. Pendant 4 semaines, on va faire notre truc, mais une fois qu'on est au 13 février, or, nous, les gens nous demandent aujourd'hui éventuellement des rendez-vous après le 13 février. Ils comprennent bien. Il n'y a pas de souci par rapport au temps que ça prend. Et il y a une question de lisibilité. Donc, aujourd'hui, on les rappellera pour voir si le fait qu'on va ouvrir 6 centres de renfort qui vont nous amener là aussi 720 vaccinations potentielles possibles, nous permettra de leur donner des rendez-vous. Et qu'il en sera peut-être de même pour la semaine d'après, pour la semaine d'après, pour la semaine d'après. Mais forcément, on voit bien naître quand même d'inquiétude sur le fait que moi, je me refuse à ce que nous donnions des rendez-vous à des gens et que les gens se présentant à son rendez-vous voient quelqu'un qui leur dise on est désolé, mais on n'a pas de vaccin à vous à faire. Donc je pense qu'il faut, je crois que c'est un problème qui est national actuellement, mais on le traite ici à l'échelle départementale, il faut de la visibilité. On ne peut pas avoir un mécanisme. La démonstration qu'on a faite, c'est qu'on est prêt matériellement à faire les choses. On peut prendre les rendez-vous, on peut organiser des centres, on a la logistique pour le faire, on transporte, on a les soignants qui viennent faire les vaccins, on a ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'à un moment donné, nous ne sommes rien sans ces petites doses qui nous sont apportées. Donc là, M. Blay, je sais que vous êtes parfaitement conscient du problème. Monsieur le préfet aussi, il vient de m'envoyer un petit message pour me le dire. Donc, il est bien conscient du tout. Mais n'empêche que ça va être la question. Est-ce que nous allons être autorisés à continuer de donner des rendez-vous, étant entendu en plus que probablement autour du 13 février, on va voir revenir les gens qui ont déjà eu une première injection et qui reviendront pour la deuxième. Donc là, on voit bien qu'on a un besoin de lisibilité qui aille au-delà du 13 février. Monsieur Blay,
C'est à vous. La question super banco. Non, mais on est là pour réfléchir ensemble. Bien sûr. Question, on n'est pas là. Non, mais vous avez bien exposé le sujet. Le sujet, c'est pas la pénurie. Le sujet, c'est la programmation dans le temps, en fonction effectivement de l'approvisionnement qui sera fait à la France globalement, et qui sera décliné par région et par département. Donc pour l'instant, on a sur le Gers, le préfet l'a dit hier, on a 21 000 doses. Donc, alors précisez-nous cette histoire, parce que monsieur le préfet m'a souvent parlé de ce chiffre. C'est quoi ces 21 000 doses? C'est celles dont on est sûr que notre département en disposera dans la période qui vient. Voilà. C'est à la fois les doses qui ont été livrées, qui sont autour de 9 000 aujourd'hui, et les 11 000 et quelques qui sont prévus chaque lundi. Une visibilité de 4 semaines. Voilà. Donc ça, on peut compter sur ces doses. Si on divise par 2, ça nous fait un peu plus de 10 000 personnes. Voilà. Alors, avec les 2 doses. Hein, donc, ça veut dire que maintenant. Avec les 2 rendez-vous. Avec les 2 rendez-vous. Voilà. Mais en même temps, là, c'est un raisonnement, je dirais, à enveloppe fermée. C'est-à-dire, on a ces doses, on fait une première injection, puis une deuxième. Mais comme ça ne va pas s'arrêter, il est clair que la première injection qu'on fera sur les rendez-vous du 15 février, on aura un réapprovisionnement pour faire la deuxième injection. Donc, mais en même temps, on joue la sécurité. Il ne faut pas qu'on fasse une première injection pour les personnes si on n'est pas capable de faire la deuxième. Voilà. Donc c'est ça qui est un facteur limitant. Mais en même temps, il faut qu'on joue la sécurité dans le raisonnement. Voilà. Donc c'est un pilotage un peu fin, un petit peu compliqué, et il faut qu'il soit bien compris surtout. Il faut qu'il soit bien compris par les gens. Hein. Mais est-ce que, monsieur, vous nous dites que poursuivre la prise de rendez-vous, perspective de livraison de doses dans le Gers, au-delà du 13 février? C'est une question qu'on voit ensemble avec le préfet. Alors, je ne vais pas m'avancer pour la partie qui le concerne. En tout cas, notre objectif premier sur ces doses, ce sont les EHPAD, puisque vous l'avez constaté. On a, quand il y a un cluster en EHPAD, c'est extrêmement compliqué, ça dure longtemps, ça affecte beaucoup les soignants, il y a des décès, c'est compliqué pour les familles, il n'y a plus de visite. Voilà. Donc c'est notre objectif ultra prioritaire. On a ce pilotage premier sur les doses affectées aux établissements. Et ensuite, en fonction de l'avancée dans le temps, on le voit des consommations. Aujourd'hui, il y a 2084 personnes qui ont été vaccinées, dont 1335 en EHPAD et soins de longue durée. Donc, 2084 depuis le 6 janvier, c'est pas mal, dont 1335 en EHPAD et en unité de soins de longue durée. Donc, ça va se poursuivre. En fonction donc, du programme EHPAD, on va disposer de doses qu'on pourra réaffecter sur les plus de 75 ans. Donc c'est là où se joue, il y a une balance entre les deux objectifs, les deux publics prioritaires qui se fait sur nos dotations. Donc c'est un peu compliqué, mais il faut que ce soit bien compris. On ne va pas s'arrêter, mais on joue aussi la sécurité. Parce que si on estime qu'on va faire fonctionner les centres principaux et les centres de renfort, oui, à la date à la mi-février, on peut réaliser avec tout ça environ 2160 vaccinations. Là, on est le 15 février. Aujourd'hui, bien avant le 15 février, on va nous appeler pour prendre des rendez-vous au-delà de cette date-là. On a besoin, par honnêteté vis-à-vis des gens qui nous appellent, que le rendez-vous qu'on leur fixe ait lieu le jour précis à une vaccination.
Et c'est cette visibilité dont on a besoin. Est-ce qu'on est certain de pouvoir dire, allez, à nouveau du 13 février jusqu'au 15 mars, par exemple, nous allons pouvoir continuer à ce rythme-là de prendre des rendez-vous. Si on est sur 12 à chaque fois centres de vaccination, 6 principaux et 6 de renfort, c'est-à-dire qu'on fait 1500 vaccinations par semaine, en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'au-delà du 13 février, si on prend les 4 semaines à venir, est-ce qu'on disposera des 6000 doses qui permettront, et en fait beaucoup plus parce qu'il y aura les deuxièmes vaccinations. Donc on aura à la fois à faire 2160 deuxième vaccination, parce qu'on aura fait le 13 février 2160, on en aura à nouveau 2160 à faire, et puis on en aura, si on fait à raison de 1500 par semaine, 6000. Donc en fait, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir entre 8 et 10 000 doses permettant de faire 10 000 vaccinations. Étant entendu qu'il ne faut pas mélanger doses et vaccinations, puisque vous le savez, dans les doses, nos infirmières, d'ailleurs, on félicite fortement pour ça, font des prouesses pour extraire la possibilité de faire, c'était le cas hier à Florence, 7 vaccinations avec des doses qui normalement sont prévues pour 5 ou 6. Mais en réalité, en faisant comme elles font, elles arrivent à extraire ce qu'il faut pour pouvoir le faire de manière correcte. Et vous comprenez bien qu'on a ça. Alors peut-être, M. Avé, vous voulez poser une question. Oui, on a eu 10 000 doses. Vous dites qu'on va en avoir 20 000. Moi, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va déterminer le nombre de rendez-vous qu'on donne sur les 10 000 doses qu'on a effectivement dans le congélateur? Là, on est tranquille parce qu'on assurera sur ce qu'on les a, pas sur le chiffre de 20 000, en sachant qu'il peut toujours y avoir un embêtement dans les livraisons, puisqu'on l'a vu avec le Pfizer sur le début national. Et là, on va se retrouver avec des rendez-vous qui ont été donnés qu'on ne pourra pas assurer. Alors, est-ce qu'on fait 10 000? Est-ce qu'on fait 20 000? Est-ce qu'on prend au milieu 15 000 pour se garder une marge de sécurité? Monsieur Veillet, vous voyez, c'est un peu les questions que j'ai posées sur la lisibilité à moyen long terme. Parce que quand vous dites, jusqu'à présent, le Gers a eu 9000 livrés. 9000 quoi, 9000 vaccinations, 2000 doses. Une dose, vous appelez une dose, une vaccination. Oui. D'accord, oui, parce que j'appelle dose, c'est le petit flacon. Mais que l'on soit bien d'accord, c'est le flacon. Bon, d'accord. On a 9000 vaccinations. Oui. Vous dites et qui ont servi pour les EHPAD, pour les soignants, voilà, pour les pompiers, et aussi pour les plus de 75 ans qui venaient dans les centres de vaccination. Bon. Les 11 000 supplémentaires dont vous parlez, nous n'en disposons pas physiquement, pour reprendre les choses, actuellement. Mais c'est normalement une livraison qui devrait nous être faite. Et il y a un rythme qui devrait être là aussi hebdomadaire de livraison. Le rythme hebdomadaire. Mais le rythme de combien? Oui, d'accord. Donc 11 000, c'est la perspective qu'on a. C'est pas ça qu'on aura tous les lundis, mais tous les lundis, on aura des livraisons qui permettront de faire à nouveau 11 000 injections. Voilà, 11 000 injections. Bon. Si on a ces 11 000 injections à partir du 13 février, je pense qu'on a il me semble, mais on a un peu de visibilité sur notre capacité à faire la deuxième injection des 2160 que nous avons fait, que nous aurons fait au 13 février, et de faire des primo-injections pour de nouveaux patients de plus de 75 ans. Oui. Les 20 000, je pense qu'il faut raisonner sur les 20 000, puisqu'elles sont acquises pour le Gers, qu'elles soient
déjà livrées ou compromises, avec ces 20 000, 21 000, on prend, pour sécuriser le dispositif, la première et la deuxième injection. Pour les EHPAD, les soignants et les plus de 75 ans. D'accord. Voilà. Les EHPAD ont été servis d'abord, c'est la priorité. Les EHPAD, c'est combien de vaccinations? Sur une, ça va faire combien de 5 000? Alors, on a 2800, avec les résidences autonomiques, 2800 places. D'accord. Voilà. Et, on a introduit un peu, puisque d'ailleurs, M. Massenet en avait parlé la semaine dernière, les foyers médicalisés pour adultes étaient démarrés, donc on a environ 250 supplémentaires. Donc, voilà, donc on va être à 3000. Mais est-ce que tout le monde est vacciné? C'est-à-dire, est-ce que 3000 personnes en EHPAD, c'est 3000 vaccinations? Non, c'est pas. Il y a ceux qui ont eu les clusters, il y a les contre-indications, il y a les refus. Donc on sera sans doute un peu moins. Là, vous ne parlez que des résidents, vous ne parlez pas des résidents. Après, il y a les soignants, plus de 50 ans, ou à risque, des personnes à risque. Et ça représente combien de. On pense que, les estimations à partir de plusieurs établissements, on a 40% des gens qui ont plus de 50 ans à peu près, entre 35 et 40%. Donc au total, il faut quand même sanctuariser un peu cette partie EHPAD. Parce que ce que je veux faire, c'est parce que sur les EHPAD, si on dit que, allez, sur les 2800, il y a 2500 qui se font vacciner, ça veut dire qu'il faut déjà 5000 injections pour faire les 2 doses des gens qui auront été vaccinés en EHPAD. À peu près ça, quoi. À peu près ça. Sur les soignants de plus de 50 ans, qu'est-ce que ça va représenter en nombre? Moi, je pense à peu près autant. D'accord. Donc, on a 10 000 injections sur les EHPAD, résidents plus soignants. Deux injections, résidents plus soignants. Et professionnels de santé qui vont venir et dans les hôpitaux et au centre départemental et les pompiers, ça représente… on peut les inclure dans ces 3000. D'accord. Bon, alors, donc on a 10 000, 2 injections. Il reste donc sur la perspective des 20 000 que vous avez, il nous en reste 10 000, les plus de 75 ans, les plus de 75 ans et les 2 doses. Oui, à peu près, oui. D'accord, oui. Ok. Bon. Voilà, donc, ce qui veut dire que le premier groupe qui est ultra prioritaire, établissement, c'est le pilotage actuel, semaine par semaine, du nombre de doses demandées et consommées dans ces établissements, qui nous fait qu'il y a une marge de répartition entre les 2 publics cibles, entre les établissements et les plus de 75 ans. Après, on travaille effectivement actuellement, les sous-préfets sont sur l'affaire, à ces centres complémentaires, je ne sais plus votre mot tout à l'heure, de renfort, voilà, pour au moins les 2 prochaines semaines. D'accord. Voilà, donc on va bien vers quand même un élargissement de cette vaccination. Parce que l'idée, c'est effectivement, si on a 6 centres de renfort la semaine prochaine, c'est qu'on peut reprendre, on double, et donc on retrouve une capacité de créneaux de réservation pour 720 personnes supplémentaires. Et puis la semaine d'après aussi, donc on retrouve. Mais il faut savoir que 720 personnes qui réservent, ça se fait dans la journée pour nous. Voilà. Quand on arrive tous les chiffres, avec les 2 doses, on peut vacciner 5000 personnes puissantes et de plus de 75 ans. Pour les 2 doses. Donc, je ne peux pas vous donner des chiffres de vaccination et de réservation, mais pour le moment, jusqu'au 13 février, on est limité à 5000. Alors, on va ouvrir. Et est-ce qu'on va avoir des doses? Alors, parce que là, on ne peut pas dépasser 5000. Non. Vous savez que notre CDAV, il a ça de bien, c'est que c'est du direct live en permanence. Donc, je viens d'apprendre, et je le transmets immédiatement à tous les participants, que le paramétrage des 6 centres en renfort a été validé et que par conséquent,
notre plateforme de réservation reprend les prises de rendez-vous. Comme vous le savez, vous avez la carte qui est ici. Vous avez les 6 centres permanents que sont Condom, Florence, Nogaro, Auch, Mirande et Saint-Matan. Et la semaine d'après, donc la prochaine semaine, celle qui va commencer le 25, on aura donc 6 centres de renfort, l'île Jourdain, Lectoure, Massob, Villefezensac, Eauze et Riscle, sur lesquels nous allons pouvoir programmer, en plus des 120 par jour sur les centres principaux, 120 par jour sur les centres de renfort. Et puis, là, ce n'est pas encore validé, je ne sais pas si on peut en parler, ceux de la semaine d'après, il y aurait… non, on va prendre des précautions. Bon, enfin, on a quand même une information qui est importante et qui nous préoccupait, c'est que dès lors que les centres de renfort sont validés, ça veut dire que ça débloque, ça double notre capacité de vaccination, qui passe de 720 à 1440. Et comme nous n'avions pas pris de rendez-vous pour ces centres de renfort, nous allons pouvoir reprendre avec notre centrale de réservation de vaccination ces rendez-vous-là. Et après, ce qui est clair, et monsieur le préfet qui nous suit sur Facebook, c'est pas possible parce qu'il ne cesse de m'envoyer des SMS, et il dit que ce qu'il faut, c'est effectivement avoir l'assurance qu'on peut organiser à partir du 15 février pour avoir une première injection pour les gens entre le 15 février et le 15 mars, par exemple. Ça, c'est la lisibilité qu'on demande. Bon, on a le mieux, ça serait de regarder les deux cibles. Le cible qui va jusqu'au 15 février, qu'on va saturer assez rapidement, même avec les centres de deuxième niveau, et après réouvrir un cycle de 4 semaines et voir quelle est la rythmique de livraison qui permettent de calculer les occurrences de réservation possibles. Ben, mais ce que je veux dire, d'abord, il faudra tenir compte aussi de l'arrivée sur le marché de nouveaux vaccins avec des préconisations moins contraignantes et qui permettront peut-être… Il faut effectivement admettre qu'on est dans une crise où chaque jour, des choses nouvelles interviennent. Ce qu'on veut, c'est qu'on sait très bien qu'on va être confronté à des gens qui vont nous mettre la pression pour avoir, parce que après qu'on ait dit que personne ne voulait se faire vacciner, moi j'ai l'impression que tout le monde maintenant veut se faire vacciner. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu au départ. On disait que seuls 40% des gens, et là, tout le monde veut le faire. Tant mieux. Donc là, on retrouve sur le court terme, une capacité de prise de rendez-vous de vaccination supplémentaire avec les 6 centres de renfort. Et l'idée, c'est que pendant cette période-là, on essaye d'avoir la visibilité nécessaire pour poursuivre après le 15 février pour des premières injections et des deuxièmes injections pour ceux qui ont déjà reçu la première. Sur ça. Bon. Est-ce que, pardon, mais je ne sais pas si les infirmières, oui, sont encore là. J'ai 2 choses à dire à propos des infirmières. Vous n'allez pas être surpris, s'il vous plaît, parce que je l'ai dit hier dans l'audio conférence que nous avions avec monsieur le préfet. Tous les emplois sont utiles, bien sûr, mais il y a des emplois qui sont parfois concrètement plus utiles que d'autres. Dans les centres de vaccination, celles qui ont une utilité principale dans ce qu'elles font, ce sont les infirmières. Et je redis ici en CDAV, puisque je l'ai dit hier à monsieur le préfet et au directeur de la CPAM, que je n'arrive pas à m'expliquer le différentiel de défraiement qu'il peut y avoir entre les médecins et les infirmières, qui est du simple au double. C'est très important qu'on ait des médecins, et c'est bien, Ronnie l'a dit hier en audioconférence, qu'on ait 2 médecins par centre de vaccination pour prendre des indications auprès des gens et être là si jamais il y avait quelque chose qui se passait. Mais ce qui est utile, parce que sans aide, il ne se passe rien, c'est ceux qui sont au bout de la seringue, si j'ose dire, qui doivent déjà apporter des cotons et je ne sais pas quoi, et qui sont là. Et franchement, je le redis, on ne va pas trancher, ce n'est pas au CDAV qu'on va trancher ça, mais je le redis ici,
je pense qu'il n'y a pas de raison objective qui puisse expliquer que la vacation forfaitaire soit du simple au double entre des intervenants dans les centres de vaccination qui font des choses extrêmement utiles, et Dieu sait si ce que font les infirmières est utile. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est effectivement qu'on l'a vu hier, dans un flacon où il est prévu de faire 5 injections, on en fait 7. Est-ce que ça veut dire que ça optimise un peu le nombre d'injections? Je crois qu'à Florence, hier, on devait faire 120 injections et on en a fait 136. Donc ça veut dire que là aussi, on a un gain en termes d'optimisation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est renouvelable? Je m'adresse aux infirmières. Est-ce que ça, cette capacité qu'ont vos collègues d'optimiser au maximum les actions qui leur sont données, ça me paraît quelque chose d'acquis? Alors, pour prendre la parole, merci déjà pour ce que vous venez de dire pour nous. De toute façon, on répondra les infirmières. Ah, vous nous entendez? Allô? Ah, on a un problème. Vous nous entendez là? On n'entend pas. Ah, certains nous entendent, mais pas d'autres. Oui, on vous entend. D'accord, ok, super. Déjà, merci pour ce que vous venez de dire. Problème. Alors, écoutez, ce qu'on va faire pendant ce temps-là, je crois qu'on avait un couple, madame et monsieur Apriletti, qui étaient là et qui se sont fait vacciner hier à Florence. C'est madame Apriletti qui est là? Bonjour madame Apriletti, comment allez-vous au lendemain de cette vaccination? Non. On n'entend pas. Hein? Il faudrait que vous ouvriez votre micro, madame Apriletti. Vous nous entendez? On ne vous entend pas. Du coup, elle est partie. Bon, est-ce que les infirmières ont retrouvé leur voix en attendant? On est là, vous nous entendez? Je n'entends pas. Toujours pas. Ah. Il y en a qui nous entendent. Et d'autres non. Et d'autres non. Pouvez-vous montrer qui entend et qui n'entend pas? Bon, c'est bien. Ok. Quoi? Monsieur Fauchier. Ah, monsieur Fauchier. Bah, oui, il peut prendre la parole en attendant. Je comprends pas. Allez. Pourtant. Monsieur Fauchier, Michel Fauchier, vous nous entendez? Et nous, on ne vous entend pas. On n'entend plus personne. Voilà, ça y est, il m'a ouvert le micro. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. On ne vous entend pas, monsieur Fauchier. Je suis désolé, mais on ne vous entend pas. Alors, c'est dans votre salle que vous n'avez pas de son. Tous les autres m'entendent, je crois. Oui. Est-ce que quelqu'un peut vous le dire? C'est votre salle qui n'est plus reliée par le son, je crois. Ne comptez pas sur moi pour meubler. Je n'ai pas de à part celle du vaccin. Monsieur Fauchier? Oui. Alors, allez-y, allez-y. Alors, je vous remercie. Bonjour à tous. Quelques observations. Je suis allé à Mirande lundi matin voir le fonctionnement du centre de vaccination. J'étais avec Gérard Abéillé. Remarquable, logistique tout à fait au point. Et tout fonctionne bien. Mais mes observations seront les suivantes. Je peux vous mettre le son un peu plus fort si vous m'entendez mal, mais je crois que tout le monde m'entend. Je crois qu'on peut compter sur le bon sens des personnes. Si vous nous annoncez que la capacité de vaccination est de temps pour le mois qui vient, tout le monde va comprendre que le mois suivant, si cette même capacité arrive, on prendra ces rendez-vous de manière échelonnée. C'est vrai que l'engorgement du centre d'appel, et vous voyez sur Facebook, une personne dit qu'elle a appelé 155 fois, tout ça n'est pas supportable. Il faut que l'information circule et qu'on dise très clairement, eh bien, pour le mois à venir, c'est plein,
Quand les centres de renfort vont ouvrir, il y aura tant de places, et le mois suivant, il y en aura tant. Et on va tous s'organiser avec les voisins, avec les maires, les élus, pour passer ce message tranquillement. Si tant est, qui est ma deuxième observation et qui m'inquiète, que les personnels médecins et infirmiers seront bien disponibles pour ces centres de renfort, parce que je n'arrive pas à comprendre de quelle manière sont mobilisées ces personnes, et je voudrais m'assurer que l'ensemble des professionnels de santé ont bien été appelés, le cas échéant, à se mobiliser pour l'ouverture de ces centres, sauf à faire appel à des réserves ou à d'autres dispositifs. Pour moi, ce serait vraiment la question essentielle, ce serait donc celle-là, c'est de faire en sorte de rassurer l'ensemble des personnes qui vont être vaccinées. Si cela prend 2 mois, cela prendra 2 mois, et que cette échéance, sous réserve, comme vous l'avez dit bien sûr, de l'arrivée des vaccins, puisse être effective. Je crois que ce serait vraiment le point essentiel pour tranquilliser tout le monde. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fauché. Comme d'habitude, des propos marqués au coin du bon sens. La seule petite remarque que je ferai, c'est que nous allons passer cette information parce qu'effectivement, je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas… bien sûr, il y a toujours une urgence. Les gens veulent le plus rapidement possible se faire vacciner, mais on va avoir une campagne qui va… quand on fait une campagne sur la grippe saisonnière, elle dure un certain moment et on peut se dire que c'est la même chose au fond pour la Covid. Pour autant, vous empêcherez pas que des gens se diront je vais quand même appeler tout de suite parce que je voudrais avoir mon rendez-vous. Mais effectivement, cette information sur une espèce de déroulé dans le temps et avec une information qui serait donnée peut être de nature effectivement à résoudre quelques-uns des problèmes. Alors, si on a retrouvé les micros de Madame Apriletti. Madame Apriletti, vous nous entendez? Il faut qu'elle ouvre son micro. J'espère qu'elle n'a pas perdu la voix. C'est quand même terrible. Alors, nos infirmières. Oui, on est là. Vous nous entendez? Voilà. Alors, on revient un peu sur les sujets que j'avais abordés vous concernant. Oui, alors. Surtout D'abord, merci pour l'interrogation. De notre côté, de toute façon, on répondra toujours positivement, il n'y aura aucun souci, mais quand même, merci de poser la question. En ce qui concerne la préparation des doses, c'est vrai que dans un flacon, on peut tirer 6 doses. C'est une préparation qui est assez minutieuse et délicate, dont je vous passerai les détails. Mais effectivement, on peut en tirer une 7e dose. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'acquis? On ne peut pas répondre parce que c'est vraiment en fonction du préparateur. Les 6 doses, ça, elles sont présentes, ça c'est sûr. La 7e, c'est en fonction de la personne qui va préparer et c'est très technique et voilà, c'est très minutieux et voilà. Par contre, il faut, dans les horaires qui sont donnés, il faut penser à prévoir le temps de préparation. En fait, hier matin, nous avons été invités à venir à 8 heures et il faut franchement cette heure-là pour préparer. En début d'après-midi, c'est pareil. Nous sommes arrivés à 1h30 et la demi-heure avant que commencent les premiers rendez-vous, c'est presque trop juste. Donc, c'est un temps dans la logistique qu'il faut prévoir. Effectivement, c'est une bonne façon de dire les choses, de ne pas se dire qu'on aura à chaque fois 7 doses, mais ce que vous confirmez en revanche, c'est que le fond du flacon est aussi performant que le dessus du flacon. C'est-à-dire que la dernière que vous extirpez a la même propriété que la première. Tout à fait, le flacon est homogénéisé de toute façon avant le prélèvement, donc le produit est le même, oui. Alors, qui voulait intervenir? On ne sait toujours pas si Madame Apriletti est revenue avec nous ou pas. Elle est là, mais on ne fait que la voir là pour le moment. Bon, on verra. Je vais me tourner vers les gens du SDIS, nos colonels, peut-être pour
au fond, qui nous donne un petit retour sur comment se sont passés les 2 premiers centres. Est-ce qu'il y a des particularités, des choses à améliorer? Est-ce que l'organisation semble maintenant à peu près faite en ce qui concerne le fonctionnement du centre lui-même? Je ne sais pas qui est là. Ferres ou Pargo. Bernard, on a perdu tes colonels ou pas? Je crois que le colonel Ferres essaie de vous joindre. Ok. Très bien. Madame Apriletti à retour. Alors, Madame Apriletti. Vous nous entendez, Madame Apriletti? Oui, je vous entends très bien, Monsieur le Président. Bon, alors, on voulait d'abord savoir comment vous alliez. Très bien, pas de souci. Bon. Nous avons un petit peu mal au bras. Ouais. Mais ça, c'est normal, c'est après la piqûre de la grippe, c'est pareil. Voilà, le muscle réagit, mais bon, on a bien dormi, nous n'avons aucun souci. Bon, monsieur, pareil aussi? Monsieur, pareil. Bon. Pareil, tout va bien. Voilà, nous ne sommes pas morts, nous n'avons pas perdu la voix. Bon, et vous avez trouvé, vous, que l'organisation hier ne vous a pas posé de problème? Non, j'ai trouvé que c'était une très très bonne organisation parce qu'on n'a pas attendu, on a dit, on a été surveillé. Non, il n'y a aucun souci. J'ai trouvé que c'était très bien organisé. Et vous vous sentiez en sécurité avec les gens qui étaient là pour… Oui, tout à fait. Aucun souci. Voilà, non, je trouvais que c'était très bien organisé. J'avais peur qu'il y ait une queue. Voilà, mais non, pas du tout. Voilà, nous n'avons pas attendu. Nous avons été sécurisés par les pompiers. Non, aucun souci. Vous avez d'ores et déjà, vous, votre date pour la 2e injection? Oui, pour le mardi, le 7 février. D'accord. Et vous étiez passé par la réservation du 32-32? Oui. J'ai eu de la chance. Pour le premier jour, je l'ai appelé l'après-midi, après la parution d'un D'accord. Pour mon mari, ça a été assez facile, mais le lendemain, par contre, il m'a fallu beaucoup de constance parce que je suis restée 1h30 à rappeler. Mais bon, voilà. Bon. Heureusement, c'est un numéro gratuit, donc… oui. Voilà, c'est un numéro vert. Bon, ok. Bon, ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Madame Apriletti, et on vous souhaite une très bonne journée. Hein? Oui, et moi de même, et merci à vous et à vos collaborateurs. Eh bien, ils vous entendent et donc ils prennent les remerciements. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà le témoignage qu'on pouvait avoir, quelqu'un avec lequel, et ça a été comme ça la journée, soit Miron, le soir. Oui, monsieur Veillé. Bonjour à tous. Le colonel Ferres est revenu. Colonel, on a une intervention en salle et après je vous passe la parole. J'ai passé la journée sur le centre de Mirande. Oui. Le personnel, ça a été très bien organisé, ça s'est très bien déroulé. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait beaucoup plus de personnel qui est intervenu que ce qui était prévu au départ. Ça triple presque le nombre de personnes qui auraient fait pour Lyon. Et en plus, il y avait aussi le concours de la protection civile qui est resté toute la journée pour faire l'accueil et pour surveiller avec les pompiers la salle. Donc, je peux signaler le rôle de cette personne-là. Mais ça nécessite beaucoup plus de personnes, comme l'a dit au départ, parce qu'un policier rentré pour le rendez-vous. Il y a 2 personnes qui sont à l'accueil pour le gel hydroalcoolique, pour prendre la température, et qui aident les personnes âgées à remplir les questionnaires, parce que les médecins attendent de le faire. Donc, après, et puis il y a 2 personnes, 1 ou 2 personnes qui sont en salle de post-vaccination pour surveiller. C'est quand même un dispositif qui est beaucoup plus lourd au point de vue humain que ce qui était prévu au départ. Il y avait aussi des gens de la protection civile à Florence. Oui. C'est vrai que ça mobilise du monde, mais je crois que ça participe aussi de l'assurance qui est donnée aux gens qui viennent là. Je vais donner au colonel Ferres. Cyril Cotonnat, je sais que tu es là maintenant et que je vais te passer la parole après, donc je donne la parole au colonel Ferres pour qu'il nous dise quel est le ressenti finalement du SDIS 32
l'organisation? Est-ce qu'il y a des choses à bouger, à améliorer, ou est-ce qu'on a maintenant un modèle de centre qui paraît fiable? Au colonel. Le ministre, bonjour à tous. Donc, en ce qui me concerne, ce que je peux vous dire, c'est que tout d'abord, on a un dispositif qui est en place sur les 6 centres fixes, qui est très opérationnel, puisque nous avons réussi à dépasser la jauge des 120 vaccinations par centre, au travers notamment de cette 7e dose, et qu'actuellement, sur nos garrots, les éléments viennent de me remonter et tout fonctionne très bien. Donc, en ce qui concerne le dispositif, c'est un défi logistique, il faut quand même en être très très conscient. Et on est une singularité puisque tous nos autres collègues ne fonctionnent pas sur ces mêmes principes. Rares sont les SDIS qui sont engagés à ce niveau-là dans les centres de vaccination. Et également, il est à noter l'excellente pratique de ce numéro vert de proximité déployé par le dispositif départemental. Donc j'ai envie de dire qu'on est sur une capacité du territoire à s'engager et à s'inscrire dans la durée. Je ne suis pas aujourd'hui en présentiel puisque je suis à Nîmes, sollicité par le chef d'état-major de zone sur ce sujet, notamment de la campagne de vaccination. Mais pour autant, tous les signaux qui me remontent sont très positifs. On en est maintenant à 5000 rendez-vous, 2000 vaccinations réalisées. Monsieur le préfet vient de valider les dispositifs des centres de vaccination relais. Donc j'ai envie de vous dire, on est en appui territorial sur tous les sites. 10 des 12 centres de vaccination relais ont d'ores et déjà été visités et seront fonctionnels dans les toutes prochaines heures. Donc globalement, que des signaux positifs, aussi bien dans les centres de vaccination que dans le contact avec le public. C'est le cas également sur la plateforme de prise d'appel. J'ai envie de dire, pour ceux pour lesquels ça va résonner, l'alchimie est là, Président. Merci, mon colonel, de ces propos. Je crois qu'on n'a pas à regretter, et les décisions ont été prises ici au sein de ce CDAV, d'avoir à la fois souhaité ces centres de vaccination, d'avoir mis un groupe organisation de vaccination, un GOV, sous la responsabilité du commandant du SDIS, le colonel Ferrès, et d'avoir de fait une organisation qui est aujourd'hui parfaite. Bien sûr, si M. Blais libérait les stocks qu'il garde chez lui dans son congélateur à côté d'un cuisseau de chevreuil, nous pourrions peut-être aller plus vite. Mais on voit bien en tout cas qu'en termes d'organisation et de satisfaction de l'organisation, on a un niveau qui est très bon. J'y ajoute une chose, puisqu'on en parle souvent avec Robert Bouquet, c'est que les agents du conseil départemental qui travaillent sur ces plateformes, vous l'avez vu, ils l'ont dit dans la presse, se sentent une utilité véritable vis-à-vis de nos concitoyens, et qu'il y a un état de motivation chez nos troupes à nous, malgré le fait de devoir avoir ces appels en permanence, qui est quand même très très élevé, qui est une très bonne chose. Cyril Cotonnat, président de l'association des maires ruraux. On t'entend pas, Cyril. Je ne peux pas remettre le micro. Ah, ça y est, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bonjour à tout le monde, merci Président, je serai bref. Je souhaiterais, si possible, que nous puissions avoir le numéro de la plateforme pour réserver le transport à la demande, parce que je pense que c'est important que nous, de notre point de vue, nous puissions faire le relais auprès de nos administrés. Également savoir si nous pouvons commencer à communiquer, puisque Monsieur le Préfet a validé les 6 centres supplémentaires autour des personnes. Ce sont des cas pratiques, mais c'est vrai que nous, au niveau des mairies, nous sommes à même de pouvoir le plus possible communiquer avec nos administrés et peut-être faire un relais également après sur les centres de vaccination. Voilà. Merci Cyril. S'agissant de la communication sur les centres de renfort, ils sont validés et si je juge par la commune dont tu es maire, probablement que ça va permettre à des gens de ta commune et d'autres d'aller
au centre de risque qui va être ouvert, voilà, qui va être ouvert à partir du 25, qui va être. Alors, le jour de risque, on ne le connaît pas encore. Si on connaît le mercredi. Donc, lundi 25, c'est ça? Mardi 26, mercredi 27, hein? Lundi, ça sera Masseux. Mercredi 27. Oui, mercredi 27 janvier, ce sera risque. Alors, risque, ce sera le mercredi 27 janvier, Cyril. Quant au numéro de transport, Ronnie va nous le redonner. 0805 460 306. Alors, je vais d'ailleurs donner les dates et les lieux des 6 centres de, je ne sais plus si on dit renfort, relais, renfort. Donc, lundi 25 janvier, ce sera à Massob. Mardi 26 janvier, ce sera à Lectoure. Mercredi 27 janvier, ce sera à Riscle. Jeudi 28 janvier, ce sera à Eauze. Vendredi 29 janvier, ce sera à l'Île-Jourdain. Et samedi 30 janvier, ce sera à Vic-Fezensac. Ça, c'est les 6 supplémentaires qui, la semaine prochaine, vont nous permettre de rouvrir des créneaux de réservation, puisque, si j'ose dire, le grand enseignement quand même de la matinée, c'est cette validation des 6 centres supplémentaires et de fait, déblocage des 720 vaccinations supplémentaires qui vont nous faire passer d'un rythme de 720 à un rythme de 1400 et probablement 1500 vu l'agilité de nos infirmières. On va sûrement arriver à un rythme de 1500 chaque semaine, ce qui est déjà un rythme de montée en puissance. Donc voilà un peu là où on en est. Oui. Comment? Oui, ça y est. Alors, Sandrine Portail peut peut-être nous répondre à ça. Si on a besoin de ce transport à la demande, en cas à la demande, évidemment, on doit plus rendez-vous quand c'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les appels qui vont avoir lieu aujourd'hui vont être dirigés vers ces 6 nouveaux centres de renfort, puisque les 6 principaux, ils sont déjà pleins. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, dans les 6 jours ouvrés, les 6 centres principaux accueilleront 120 personnes, 120 personnes, 120 personnes. Et là, la validation des 6 centres de renfort, le nombre de vaccinations qu'on peut faire par jour, à savoir 720, va faire que la plateforme de réservation de rendez-vous est à nouveau opérationnelle pour prendre des rendez-vous pour les 6 centres qui ont été validés par M. le Préfet. Alors, il est 12h05. Est-ce qu'on a encore des choses qu'on n'a pas... D'abord, j'ouvre le débat. Est-ce que parmi les personnes qui sont ici, il y a des gens qui veulent donner une précision ou faire en sorte que... Peut-être, je vois que notre ami Ortega est là. On a pas mal parlé hier avec le directeur de la CPM dans l'autoconférence de l'accompagnement des gens qui sont testés positifs. Et il y a un rôle du GIP Gers Solidaire dans cette histoire-là. Oui, bonjour Président, bonjour. Oui, bonjour Président, bonjour tout le monde, vous m'entendez, j'imagine, oui? Bien. Oui, donc nous avons effectivement, Président, nous allons là, dans les heures qui viennent, puisque Claude Bourdi, président du GIP, va signer une convention avec l'État pour la mise en place de la CTAI, donc qui est la Convention territoriale d'appui à l'isolement, et permettre un accompagnement des publics précaires, fragiles et isolés, pour leur permettre d'être isolés dans de bonnes conditions. Et cette convention mettra en perspective la présence du GIP 7 jours sur 7, donc au week-end y compris, pour faciliter cet isolement des publics. Voilà où nous en sommes aujourd'hui sur ce partenariat essentiel et complémentaire à toute l'action que vous menez. Merci beaucoup. Sarah, est-ce qu'on a d'autres
d'autres sujets. Ah ben, c'est toujours monsieur le préfet qui me harcèle. Il y a des procédures contre le harcèlement par SMS, non? Voilà, monsieur le président, je pense que les 1440 créneaux peuvent être ouverts cet après-midi comme convenu. J'ai confirmé les sites. Donc voilà, c'est bien l'information de la matinée pour notre CDAV. C'est la confirmation des 6 sites, des 6 centres de renfort et de ce fait de la mise en œuvre de 1440 par semaine et 1500. Monsieur Fauchier, tu voulais reparler? Oui, allez-y, pardon. Oui, bonjour. Juste un instant pour vous dire que il me revient que les protocoles en maison de retraite et EHPAD deviennent de plus en plus difficiles à supporter par les familles. Alors, ce n'est pas nouveau. Nous l'avons connu déjà l'année dernière au premier confinement, mais il semble cette fois-ci, à ce qui m'est dit, que cela devient vraiment extrêmement douloureux, à la fois pour les personnes qui sont en maison de retraite et en EHPAD, et à la fois pour les familles. Donc, je souhaiterais qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, se pencher sur cette question de société difficile, car il me semble vraiment pas possible qu'on revive ce qu'on a pu vivre premier confinement, et je crois que ce soutien aux familles, en tout cas cette réflexion de tous les professionnels de santé, mériterait, je crois, d'être posée d'une façon ou d'une autre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, merci. Vous parlez, j'imagine, des protocoles pour les visites, hein? Tout à fait. D'accord. Donc effectivement, ça, on va demander à M. Blais d'en parler. Juste, faites attention à ce que vous dites parce que je vous confirme que M. le Préfet nous suit sur le Facebook Live. Il vient de me le faire savoir en me disant qu'il était désolé pour ce harcèlement, mais je lui ai dit que c'était un harcèlement agréable dès lors qu'il nous donnait des informations qui sont bien. Donc, nous tenons à saluer M. le Préfet et lui dire que nous travaillons et que nous donnons des informations qui vont être relayées heureusement par les médias ici présents. Monsieur Blais, sur le protocole, est-ce que c'est la recrudescence, je dirais, de cas et de clusters dans les EHPAD qui fait qu'il y a eu un durcissement éventuellement sur les visites? Est-ce que voilà? Moi, je le pense. Hein, je le pense. Le principe, il a bien été réaffirmé. Le principe, c'est le maintien des visites sous une forme adaptée à la situation de chaque établissement. Et c'est vrai que la recrudescence des situations, puisqu'on a hier, en faisant le point, on a 8 EHPAD qui sont concernés soit par des clusters, soit par un épisode qui commence, donc on ne sait pas si ça va dégénérer en cluster ou pas. Donc, ces mesures sont logiques, hein. Elles sont compréhensibles. Elles sont difficiles à vivre de part et d'autre, hein, pour les résidents, pour les familles, et aussi pour l'établissement, parce qu'il n'y a rien d'agréable à nouveau fermer les possibilités de visite. Voilà. Donc ça, c'est régulièrement qu'on reçoit des réclamations, peut-être au niveau du département aussi là-dessus. Voilà, il faut que ce soit toujours bien compris, hein, comme tous les sujets qui sont à la situation. C'est compliqué pour tout le monde, mais voilà, c'est le principe, je le dis, c'est qu'à partir du moment où on sort d'un épisode, on rétablit les visites. D'accord. Merci. Oui, Céline Salle. Oui, moi je voudrais revenir sur l'aspect communication. Effectivement, on est toujours un petit peu en magie parcours, parce que les informations arrivent beaucoup partout, mais finalement, il y a beaucoup de monde qui passe à côté de l'information. Donc, les choses qui me remontent, c'est plutôt de dire, voilà, moi, je ne lis pas le journal, je n'ai pas Internet, j'ai pas, voilà, comment je sais quels sont les centres ouverts, comment… Ça devient compliqué, là, si j'ai quelqu'un qui a plus de… Oui, non, mais je comprends bien. C'est là que le rôle des maires peut être important, oui, bien sûr. Information complète, suffisamment tôt en tout cas pour pouvoir la distribuer. Voilà. Mais peut-être qu'on pourrait demander, moi j'en ai parlé hier justement avec Cyril Cotona et avec Michel Baylac, peut-être qu'effectivement on a d'ailleurs en préparation un courrier qui va être signé du préfet, de moi-même, du président de l'association des maires du Gers et du président de l'association des maires ruraux, tous les 4, nous allons envoyer aux maires ces informations-là.
Et nous allons leur demander, d'une certaine façon, d'être effectivement nos relais pour le faire. Donc, je vous ferai passer le courrier. Il est en échange entre le préfet et nous pour faire quelques modifications. Mais nous allons effectivement nous servir du relais indispensable des maires pour pouvoir donner de l'information au maximum, parce qu'à juste titre, c'est souvent eux vers lesquels, en tout cas, les gens se tournent pour leur demander comment les choses s'organisent. Donc, par exemple, prenons le maire de Pavie, par exemple, il serait bon qu'il donne de l'information à l'ensemble de ses concitoyens, par exemple. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, intervenants qui veulent dire des choses? Moi, je rappelle effectivement, comme le disait Jean-Michel Blais, que même si on parle beaucoup de vaccination, il faut poursuivre bien sûr les tests, continue de s'en faire. On a un rythme qui est un rythme dans le Gers assez voisin de ce qui se pratique dans les autres départements en région. Nous continuons les bus tests. Voilà, j'allais le dire. Cet après-midi même, le bus test sera à Coppen d'Armagnac entre 13h et 14h30 et à la salle des fêtes d'Estaing entre 15h et 16h30. Et demain, jeudi 21, il sera de 9h à 10h30 à la salle des fêtes de Bouchamp et de 11h à 12h30 à la salle des fêtes de la Grolle. En fait, on fait à peu près toutes les salles des fêtes du département. C'est une espèce de tournée comme on doit faire. Donc voilà, on continue effectivement de faire les choses bien sur le plan des tests, parce que c'est important effectivement de pouvoir jauger, juger la progression ou pas la progression. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement de quelqu'un par rapport à ça? Mais écoutez, sinon, je vous remercie. Donc, ce CDAV aujourd'hui, il aura été effectivement celui de l'explication sur le fonctionnement des centres de vaccination, de la plateforme de réservation. Il aura été aussi la possibilité, on remercie la présidente de région, Rony, merci à Rony, Sandrine et M. Faré de nous avoir accompagnés pour ce qui va être, même s'il y a quelques petits ajustements à faire, on les fera, mais ça va être un élément supplémentaire de proximité avec ce transport à la demande. Donc, merci à la région Occitanie pour la mise en œuvre. C'est comme pour Proxitest, on voit une complémentarité entre la région et le département sur ces actions. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis, surtout, cette session aura été une session qui nous aura permis de nous, on peut le dire un peu, sur le moyen terme, sur le court et sur le moyen terme, avec la validation pendant notre séance des 6 centres de renfort et donc de la possibilité de rouvrir des créneaux de réservation et redire aux gens qu'effectivement il faut qu'ils s'arment de patience. Et pour cela, nous allons effectivement essayer, je le dirai au préfet pour reprendre la proposition de M. Fauchier, d'avoir des informations sur du plus long terme, de façon à pouvoir donner cette information sur le long terme et faire en sorte que les gens se mettent en situation de faire les choses. En tout cas, j'ai une chose à vous dire, comme ça, entre vous, ça ne sortira pas parce qu'on n'est pas en direct ni quoi que ce soit. Simplement, il se trouve qu'à l'occasion d'un moment difficile et familial en ce qui me concerne, j'ai reçu un message concernant l'événement du président de la République qui en a profité pour montrer qu'il était parfaitement au courant du travail extraordinaire qui se faisait dans le Gers, un peu loin des polémiques et des histoires qui habituellement sont légion dans les différents territoires, et me montrant à quel point il avait parfaitement, et je remercie d'ailleurs Monsieur le Préfet, parce que j'imagine que c'est par son biais que les informations sont remontées, qu'il se faisait ici dans le Gers un travail de grande qualité, dans lequel des élus, des experts et des citoyens travaillaient ensemble au service d'une
seule cause qui vaille notre mobilisation, c'est-à-dire nos compatriotes. Donc je souhaite que nous puissions continuer dans cet esprit-là et je remercie une fois encore tous les participants du CDAV. Bonne journée à vous.